Les femmes les plus incestueuses de l'histoire du Mexique, le côté obscur des familles mexicaines. Dans certaines parties du Mexique, il y a des histoires qui ne se racontent pas à voix haute. Elles n'apparaissent pas dans les journaux, ne sont pas enseignées à l'école et ne sont pas mentionnées à table. Ce sont des histoires qui se cachent derrière des murs en bois dans la Sierra, dans des maisons en adobe oubliées par le temps, dans des communautés où le silence est coutume et le sang devient prison. Que se passe-t-il lorsque l'isolement, l'ignorance et le besoin se combinent? Que se passe-t-il lorsque les liens familiaux franchissent les limites naturelles, non pas une fois, mais génération après génération? Cette histoire ne parle pas de légende ni de superstition, mais de vies marquées par des décisions qui se répètent, de femmes qui sont nées dans des cercles fermés, où être mère, fille et sœur pouvaient signifier la même chose. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas confortable, n'est pas simple, mais c'est nécessaire. Je suis Burgo et c'est le Mexique interdit. Si c'est la première fois que tu es ici, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les histoires que d'autres préfèrent taire. Pourquoi dans cet espace parlons-nous de ce que beaucoup refusent de voir, de ce qui bat dans l'ombre de nos propres communautés? Aujourd'hui, je te raconterai 5 histoires que tu oublieras difficilement. Des femmes qui ont vécu piégées par des liens de sang trop proches. Des femmes qui ont été jugées, ignorées ou simplement enterrées dans l'oubli. Des femmes incestueuses, non par méchanceté, mais par habitude, par abandon ou par un destin scellé avant même de naître. Tomasa Andic est né en 1920, en haut de la Sierra Juárez, à Oaxaca. Son enfance a été marquée par la solitude la plus absolue. Orpheline depuis l'âge de 9 ans, elle resta à la charge de son frère aîné, Jacinto, un jeune homme d'à peine 15 ans, qui assuma le rôle de père, mère et protecteur. Il vivait à plus de 2 heures à pied du village le plus proche, dans une cabane qui se tenait à peine entre les arbres et les pierres. Il n'y avait pas d'école, ni de radio, ni de visite. Le monde se limitait à ce que leurs yeux pouvaient voir du sommet de la colline. Jacinto apprit à marier, à semer du maïs, et Tomasa s'occupait du feu et de l'eau. Pendant des années, ils survécurent dans un isolement si profond que peu à peu, ils commencèrent à se voir non seulement comme frères, mais comme seuls compagnons possibles dans le monde. Il n'y eut pas de décision consciente, il n'y eut pas de cérémonie. C'est simplement arrivé. À 16 ans, Tomasa tomba enceinte de son propre frère. Et personne ne le sut. Non pas parce qu'il le cachait, mais parce qu'il n'y avait personne pour le demander. Le premier Ijonation, la même cabane où ils sont nés. Ils l'enveloppèrent dans une couverture tissée par sa mère et le baptisèrent avec de l'eau de pluie. Ils l'appelèrent Apollonio. Mais Apollonio ne dit jamais un mot. Il ne balbutia jamais, ne rit jamais. Il n'émettait que des sons gutturaux qui ressemblaient le plus aux animaux de la montagne qu'à n'importe quel enfant. À 2 ans, il ne marchait toujours pas. Et pourtant, pour Tomasa et Jacinto, c'était normal. Ils ne connaissaient aucun autre paramètre. Avec le temps, plus d'enfants vinrent. Au total, 7. 4 d'entre eux naquirent avec des déformations visibles. Yeux mal alignés, mâchoire qui ne se vola pas bien, torse courbé. L'un d'eux mourut avant d'avoir 1 an. Un autre, Juanito, ne marche qu'avec l'aide d'une canne à partir de 5 ans. Aucun n'apprit à lire ou écrire. Ils ne sortirent jamais de la montagne. Certains ne furent même pas enregistrés. La famille dans les digues vivait dans une sorte de temps suspendu, où les saisons marquaient le rythme de la vie et la consanguinité modelait les corps et les esprits de chaque nouvelle génération. Les quelques voisins qui vivaient dans un ranch proche chuchotaient des histoires sur les étranges de la colline. On disait qu'ils n'étaient pas mauvais, mais qu'il y avait quelque chose de tordu en eux.
Personne ne les visitait. Personne ne demandait. Les années passèrent, et Thomasa vieillit sans avoir mis un pied en ville. Elle mourut à 78 ans, entourée d'enfants et de petits-enfants qui pouvaient à peine se débrouiller seuls. Elle n'eut jamais contact avec un médecin, ne reçut jamais d'aide de l'État. Son histoire fut recueillie des années plus tard par une infirmière de la région qui, après une brigade de santé, entendit les rumeurs et monta à pied pour connaître la famille. Ce qu'elle trouva là lui coupa le souffle. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'un des enfants de Thomasa, Juanito, eut aussi une descendance. Et ce fut avec sa sœur cadette, Felisa. Une relation qui commença en silence, dans la même cabane, sous les mêmes conditions. Felisa avait 15 ans quand elle tomba enceinte. L'enfant naquit avec les yeux complètement blancs, sans iris visible. Sa respiration était faible. Il ne pleurait pas, il gémissait seulement. Il survécut 3 ans. Il ne marcha jamais. Il ne parla jamais. Il fut enterré derrière la maison, à côté d'une croix de bois sans nom. Felisa tomba dans une profonde tristesse. Elle cessa de manger. Pendant des mois, elle sortait à peine dehors. Elle mourut avant 30 ans, consumée par une peine que personne ne put nommer. Juanito continua de vivre avec ses autres frères, jusqu'à ce que, un jour, il disparut parmi les arbres. Certains disent qu'il se perdit. D'autres croient qu'il choisit de ne pas revenir. L'histoire des endigues fut connue seulement par fragments, par des voix éteintes qui racontaient ce qu'elles virent de loin. Il n'y a pas d'actes, pas de photos. Il ne reste que les vestiges d'une maison qui résiste encore à la Sierra et l'écho d'une famille modelée par la solitude et la répétition génétique. Mais le plus troublant est que ce ne fut pas un cas isolé. Au Mexique, il existe d'autres histoires similaires. Certaines plus récentes, d'autres encore en développement. Comme celle qui arriva dans les Hauts de Chapa, des décennies plus tard, et qui a pour protagonistes 2 sœurs qui n'auraient jamais dû naître. Que leur mère n'était pas seulement une victime, elle était aussi fille de son propre père. Dans la prochaine partie, je te raconterai l'histoire de Lourdes Simaria. Mais ce que vécurent ces filles ne se compare à rien de ce que tu as écouté avant. Pourquoi y a-t-il des moments où la génétique n'hérite pas seulement la couleur des yeux? Elle hérite aussi la douleur. Lourdes Simaria naquirent en 1954, dans une petite communauté des Hauts de Chapa, où le temps semblait arrêté. Les maisons étaient en adobe, les rues en terre, et les jours étaient régis par le chant des coqs et les décisions des anciens. Dans cet environnement rural, au climat humide et aux traditions profondes, vivait Elena, une jeune femme silencieuse qui avait à peine laissé l'enfance derrière elle quand elle fut vue, pour la première fois, avec une légère courbe dans le ventre, qui trahissait une grossesse. Personne ne demanda rien. C'était la coutume de ne pas intervenir dans les affaires domestiques. Et dans cette communauté, les silences étaient respectés autant que les prières. Elena était orpheline de mère et vivait avec son père, un homme rigide, profondément dévot et connu pour son autorité au sein du village. Il y avait ceux qui le saluaient en baissant les yeux. D'autres préféraient l'éviter. Quand on sut que sa fille attendait un bébé, cela fut simplement accepté. Les gens murmuraient, mais personne n'a enquêté. Les structures sociales du lieu ne laissaient pas de place aux confrontations, et les autorités civiles arrivaient rarement sur ces chemins pavés entre les montagnes. Les fillettes sont nées un petit matin froid, avec l'aide d'une partie expérimentée. Il n'y a pas eu de complications graves. Mais dès le début, quelque chose ne semblait pas tout à fait normal. Lourdes n'avait pas développé une de ses mains. Maria, de son côté, avait des difficultés à s'alimenter et montrait des signes de ce qui plus tard
serait diagnostiquée comme une altération du palais. Leurs pleurs étaient interrompus, entrecoupés, et avec les mois, il devint clair que leur développement neurologique serait lent. Malgré cela, Elena les soigna avec dévouement. Allez. Elle les enveloppait de couvertures tissées par elle-même et les portait en priant à voix basse. L'accès aux soins médicaux était presque inexistant. Le centre de santé le plus proche était maintenant en chemin. Les seuls traitements disponibles étaient des infusions de plantes, avec des prises chaudes et la foi que tout passerait. Les fillettes grandirent à l'intérieur de la maison. Elles ne furent pas inscrites à l'école. Il n'y avait pas d'acte de naissance, ni de registre. Dans la communauté, elles étaient connues comme les jumelles d'Elena, et peu plus. Certains enfants essayaient de leur parler à distance. Mais les fillettes répondaient par des gestes ou des regards perdus. Il était évident que quelque chose les différenciait. Mais personne ne disait rien à voix haute. À 7 ans, Lourdes ne pouvait toujours pas écrire son nom, bien qu'elle essayait de tracer figure dans la terre avec un bâton. Maria, en revanche, semblait plus renfermée. Elle ne parlait pas clairement et évitait le contact physique. Cependant, toutes deux développèrent un lien profond entre elles. Elles se comprenaient rien qu'en se regardant. Quand l'une était inquiète, l'autre la prenait par la main. Elles dormaient ensemble, mangeaient ensemble et ne se séparaient jamais de leur propre volonté. Ce fut seulement à l'âge de 9 ans qu'une maîtresse communautaire, envoyée par un programme étatique d'alphabétisation, arriva au village. Sa tâche était d'enregistrer les enfants qui n'assistaient pas aux cours et de leur offrir l'accès au système scolaire. En connaissant Lourdes et Maria, quelque chose attira son attention. Non seulement pour leurs difficultés d'apprentissage, mais aussi pour leurs conditions physiques, le manque de documentation et l'absence d'un réseau de soutien plus large. Contact. Elle tenta de parler avec Elena. Elle lui offrit de l'aide, des bourses, des soins spécialisés. Mais Elena, bien que reconnaissante, se montra craintive. Elle ne voulait pas exposer ses filles ni altérer la dynamique dans laquelle elles vivaient. L'enseignante, cependant, décida de notifier les autorités éducatives de l'État. Non pas avec une dénonciation, mais avec une demande d'intervention sociale. Des semaines après, une équipe multidisciplinaire de santé arriva au village. Médecins, travailleurs sociaux, psychologues. Ils louèrent les fillettes, recueillirent des échantillons, réalisèrent des examens. Pour la première fois, Lourdes et Maria furent observées avec des lentilles cliniques. Les résultats ne tardèrent pas à arriver. Toutes deux avaient des conditions de développement associées à des facteurs génétiques de haute coïncidence, compatibles avec des familles dans lesquelles les liens avec sanguins sont proches. Le diagnostic ne vint pas accompagné de coupables, mais de préoccupations. Les médecins signalèrent la nécessité d'un soutien spécialisé, de thérapie de la parole, d'un suivi neurologique et surtout d'un soutien émotionnel. L'équipe offrit de les transférer à Tuxtla Gutiérrez, où elles pouvaient accéder à un environnement plus favorable. Elena accepta avec des larmes dans les yeux. Elle ne voulait pas se séparer de ses filles, mais elle comprenait qu'elles avaient besoin de plus que ce qu'elles pouvaient offrir. L'arrivée en ville fut un changement radical. Les filles découvrirent l'électricité constante, les jouets colorés, les lits toujours propres, et des personnes qui leur parlaient avec patience. Lourdes fut intégrée à un programme d'éducation spéciale. Elle apprit à écrire son nom de la main gauche. Maria reçut un soutien phonologique et audiologique, et réussit à articuler des phrases simples, bien qu'elle continuait à mieux communiquer par des dessins et des sons. Toutes deux commencèrent à grandir dans un environnement de soins, de thérapie et de stimulation. Elena fut logée dans un centre de soutien pour mères en situation vulnérable. Elle reçut une orientation psychologique, des cours de couture, et avec le temps,
elle commença à collaborer à des ateliers communautaires. Bien qu'elle regrettait sa terre, elle trouva dans ce nouvel endroit une manière de se reconstruire. Elle ne révéla jamais de détails sur le passé. Son histoire fut marquée par des pauses et des silences. Mais son dévouement en tant que mère ne fut jamais remis en question. Les années passèrent. Lourdes devint aide cuisinière dans la même maison ou foyer où elle vivait. Maria, quant à elle, se consacra aux soins des enfants plus jeunes atteints de handicap. Les deux devinrent des figures aimées de tous. Leur relation resta profonde, inséparable, comme si ensemble elles pouvaient supporter tout ce qu'une seule n'aurait pas pu supporter. Aujourd'hui, Lourdes et Maria ont presque 70 ans. Elles continuent à vivre à San Cristobal de las Casas, dans un foyer qui s'est adapté à leurs besoins et les a accueillis comme une famille. Elles ne voyagèrent pas loin, ne connurent pas d'autres villes, mais elles trouvèrent une manière de vivre avec dignité. Elles ont un petit potager, où elles cultivent des fleurs, s'occupent des poules et écrivent des lettres qu'elles n'envoient jamais. Au fond de leur jardin, il y a un arbre de durazno. Et chaque printemps, elles le décorent avec des rubans colorés qu'elles fabriquent elles-mêmes. Leur histoire n'a pas besoin de héros ni de fin parfaite. C'est l'histoire de deux filles nées dans un contexte difficile, qui grandirent sous des ombres lourdes, mais qui trouvèrent de la lumière dans les liens qu'elles construisirent en dehors de leur histoire biologique. Elles ne changèrent pas le monde, mais transformèrent le leur. Et bien que Lourdes et Maria aient réussi à sortir du cercle qui les enfermait, toutes les histoires n'ont pas cette possibilité. Certaines, comme celle de Maruca, se dissolvent dans le temps sans que personne ne les nomme. Une jeune femme sans documents, sans école, sans registre. Une vie marquée par l'invisibilité et la coutume. Dans la prochaine partie, vous connaîtrez son histoire. Et vous comprendrez pourquoi, parfois, le plus tragique n'est pas ce qui est vécu, mais ce qui n'est jamais reconnu. Personne ne connaissait Maruca par son vrai nom. En réalité, personne ne savait si elle en avait un. Elle naquit à un moment donné, en 1977, dans les zones les plus reculées du nord de Veracruz, dans un hameau près de Sontecomatlan. Son histoire est une de celles qui n'apparaissent ni dans les archives, ni dans les actes de naissance, ni dans les documents officiels. Maruca était une enfant sans papier, sans école, sans histoire, en dehors de sa propre famille. Son existence, pour le reste du pays, ne comptait tout simplement pas. Mais pour ceux qui l'entouraient, elle faisait partie d'un cycle répété depuis des générations. Le fruit silencieux de l'union entre deux cousins germains, élevés aussi comme s'ils étaient frères de sang, dans une famille qui mélangeait depuis des décennies noms de famille et souvenirs. Ses parents, car c'est ainsi qu'on les appelait, bien que personne ne les ait vus se marier ni aller à l'état civil, vivaient au bord d'une rivière qui débordait chaque année. Le ranch était petit, fait de terre dure et de clôtures brisées. Là naquirent 3 enfants. L'aîné, Pedro, avait une légère bosse dans le dos et une voix lente, traînante. Le deuxième, Julian, ne marcha qu'à 6 ans. Et puis arriva Maruca, la cadette, une fille maigre, aux yeux clairs et au regard perdu. Dès sa plus tendre enfance, elle montra des signes que personne ne voulut voir. Elle ne soutenait pas le regard, avait des tremblements dans les mains et dormait le jour. Tandis que la nuit, elle avait l'habitude de se promener dans la cour en murmurant des mots inintelligibles. Elle ne fut jamais emmenée au centre de santé. Elle ne reçut jamais de vaccin. Personne ne remettait cela en question dans la communauté parce que, simplement, ce n'était pas rare. Le village était habitué à voir des enfants différents, à ce que certaines familles
et plus d'accidents que d'autres. Le concept de consanguinité leur était étranger. La science était quelque chose de lointain, un luxe des villes. Pour eux, si un enfant naissait déficient, comme ils le disaient naturellement, c'était la volonté de Dieu. Maruka grandit dans cet environnement de terre chaude et de pluie insistante. Elle ne parlait pas clairement, mais imitait des sons. Elle savait allumer le foyer, balayer la cour, s'occuper des poulets. Elle communiquait par gestes et par regards. Elle était intelligente, mais sans langage. Et bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds dans une école, elle avait une mémoire photographique pour les parcours de la rivière et les saisons de l'année. À 13 ans, elle montra les premiers signes de l'adolescence. Ses frères, désormais eux-mêmes adolescents, commencèrent à changer d'attitude envers elle. L'un d'eux, sans qu'on sache jamais qui, se rapprochait d'elle la nuit, d'abord en lui parlant gentiment, puis en devenant plus familier, jusqu'à ce qu'un lourd silence s'installe au sein de la famille. À 15 ans, Maruka est tombée enceinte. Personne ne l'avait vue venir. Sa mère, qui sortait à peine de la maison, crut au début qu'il s'agissait d'un coup de froid ou d'une frayeur. Mais le ventre grossit, et au lieu de scandale, il y eut de la résignation. La grossesse fut menée à la maison. Maruka comprenait à peine ce qui lui arrivait. Elle ne protestait pas, elle en parlait peu. Elle donnait l'impression de vivre dans un monde intérieur, où les choses arrivaient simplement. L'accouchement fut assisté par une voisine âgée, qui avait déjà aidé à mettre au monde plusieurs enfants dans le ranch. Le bébé naquit avec une tête disproportionnée et une peau pâle, presque translucide. Il pleura à peine quelques secondes. Puis, le silence. L'enfant vécut 6 mois. Il ne fixait pas le regard, ne réagissait pas au son, ne tenait pas sa tête. On l'alimentait à la cuillère, goutte à goutte, et son pleur était un faible gémissement, comme s'il n'avait pas la force de se plaindre. À 6 mois, il mourut un matin sans que personne ne le remarque immédiatement. Il fut enterré dans la cour arrière, près d'une croix de bois qui ne portait pas de nom. Maruka ne pleura pas. Elle resta silencieuse pendant des jours. Puis, peu à peu, elle commença à ressortir dans la cour, à ramasser du bois, à nourrir les poules. Comme si la douleur n'était qu'une brume de plus qui se dissipait avec le soleil. Les années passèrent. Maruka ne tomba plus jamais enceinte, ou du moins, on ne le sut pas. Elle continuait à vivre dans la même maison, avec les mêmes frères, les mêmes visages, les mêmes routines. Personne dans le village ne connaissait son nom de famille. Elle n'avait pas d'identification. Elle n'existait pas dans le système. À 22 ans, un groupe de volontaires de la santé arriva au village, avec une brigade de vaccination. Une jeune docteure, en voyant Maruka, remarqua quelque chose d'étrange. La femme avait une façon de bouger et de regarder qui ne correspondait pas. C'était comme si son corps avait 22 ans. Mais son esprit atteignait à peine les 10. La docteure a essayé de lui parler. Elle lui a demandé son nom. Maruka a seulement souri. Elle lui a demandé une pièce d'identité. Il n'y en avait pas. Elle a cherché son nom dans les registres. Rien. Elle a parlé aux voisins. Personne ne savait avec certitude si Maruka était fille, sœur, nièce ou quoi. Tous la connaissaient, mais personne ne pouvait raconter son histoire clairement. La docteure a fait un rapport. Elle a essayé de contacter le DEIF, mais la réponse fut lente, bureaucratique et finalement inexistante. Le dossier s'est perdu entre les bureaux. Maruka est restée là, comme toujours, invisible pour l'État, mais pleinement présente sur la terre qu'il avait vue naître. En 2007, un anthropologue de l'UNAM
a visité la zone pour documenter des pratiques culturelles et des récits oraux. Ayant appris le cas, il est monté au ranch, a parlé avec la famille et a écrit un rapport qui n'a jamais été publié. Dans celui-ci, il décrivait Maruka comme une femme piégée dans une lignée sanguine sans issue. Une phrase qui est restée gravée chez les quelques-uns qui ont lu le manuscrit avant qu'il ne soit archivé. Maruka est morte en 2010, après une fièvre qui a duré 3 jours. Maruka a été emmenée à l'hôpital. Ils l'ont enterrée sous un mesquite, avec une croix blanche et le mot Maru écrit au charbon. On n'a jamais su avec certitude quel âge elle avait. Le plus troublant de son histoire ne fut pas l'inceste, ni le manque de documents. Ce fut la certitude qu'il y a beaucoup d'autres Maruka. Des femmes sans nom, sans histoire, sans voix. Des femmes dont la vie a commencé et s'est terminée sans que personne, en dehors de leur environnement immédiat, ne les reconnaisse comme des personnes. Et bien que son histoire puisse sembler lointaine, rurale, anachronique, la vérité est que les mêmes schémas se répètent encore aujourd'hui, même dans des contextes complètement différents. Parce qu'il y a des endroits où le pouvoir et la coutume l'emportent sur la loi, où le sang reste un territoire fermé. Et dans certains de ces endroits, l'inceste n'est pas le produit de l'isolement, mais du contrôle, comme ce fut le cas avec Nadjeli, une enfant née au milieu de la peur et du silence, au sein d'une structure bien plus dangereuse que l'ignorance, une protégée par les armes, l'argent et le silence forcé. Dans la partie suivante, vous connaîtrez son histoire. Une histoire où la génétique n'était qu'une partie de l'horreur, car le véritable monstre vivait à l'intérieur de sa propre maison. Et personne, pendant de nombreuses années, n'a osé l'affronter. Nadjeli Campos est née en 2010, quelque part entre Culiacán et la Cruz de Elota, dans l'état de Sinaloa. Son acte de naissance a été signé par une sage-femme rurale qui n'a pas écrit le nom du père. Sa mère, Yolanda, avait à peine 15 ans quand elle a accouché. Pendant les premiers mois, Nadjeli fut une bébé silencieuse, trop silencieuse, avec de grands yeux mais inexpressifs, et la tête déformée, légèrement allongée vers l'arrière. Elle pesait peu, ne tenait pas bien son cou, et ses pleurs semblaient toujours contenus, comme s'ils venaient d'un endroit lointain à l'intérieur de son corps. Yolanda vivait avec son oncle Gerardo depuis l'âge de 12 ans. Sa mère était morte de causes inconnues. Certains disaient empoisonnée, d'autres qu'elle s'était suicidée, et le père avait disparu il y a quelque temps. Gerardo était le frère aîné de sa mère, un homme réputé pour sa dureté, respecté dans la zone, avec des connexions pas tout à fait claires. On savait qu'il travaillait pour un groupe local du crime organisé. Nadjeli avait des armes à la maison, des camionnettes aux vitres teintées et une démarche qui imposait le silence quand elle traversait les rues du quartier. Personne n'avait l'idée de poser des questions sur ce qui se passait à l'intérieur de leur foyer. Nadjeli est née dans une de ces maisons avec un portail noir et des fenêtres couvertes. Pendant les premiers jours, la famille n'a pas permis de visite. Après, ils ont dit que la petite fille était malade, qu'elle avait un problème de naissance. La petite fille ne se souvient pas de la petite fille, mais la petite fille ne se souvient pas de la petite fille. Les rares fois où quelqu'un la vit au magasin, elle marchait la tête baissée, maigre comme une branche sèche, les yeux enfoncés. Quand on l'interrogeait sur le bébé, elle disait qu'elle allait bien, qu'elle dormait beaucoup, que les docteurs disaient qu'elle allait s'améliorer. Mais Nadjeli ne s'améliorait pas. À 3 mois, une infirmière de la clinique populaire, où Yolanda est allée chercher du lait en poudre, a remarqué quelque chose d'étrange. Elle avait une spasticité dans les jambes, le crâne de forme normale et un tonus musculaire très bas. Quand elle l'a interrogée sur les antécédents familiaux, Yolanda a hésité.
Elle a dit que le père était loin, qu'il n'avait pas de contact, que son oncle l'aidait avec l'éducation. L'infirmière a fait un rapport interne, mais rien ne s'est passé. Dans cette zone, les dossiers délicats étaient archivés rapidement. Personne ne voulait de problème avec des gens puissants. À 6 mois, Nadjeli a été emmenée à l'hôpital pour une infection respiratoire. Dans la salle d'urgence, les médecins ont remarqué une série d'anomalies. Hypotonie généralisée, microcéphalie, malformation cardiaque congénitale et un développement psychomoteur très en dessous de ce qui était attendu. Ils lui ont fait une résonance. Ils ont trouvé une hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans le cerveau, et ont déterminé la nécessité de lui poser une valve de dérivation. C'est à ce moment-là qu'un généticien a demandé une étude chromosomique, en raison de la quantité d'anomalies présentes. Le résultat de l'étude a été choquant. Des coïncidences génétiques propres à une relation de premier degré entre les parents. ADN identique dans de larges régions du génome. Des schémas compatibles avec une fécondation entre parents directs. Pas entre cousins, pas entre parents éloignés, entre oncles et nièces. L'hôpital avait l'obligation légale de le rapporter. L'affaire est arrivée au parquet. Pour la première fois, un dossier a été ouvert. Yolanda a été appelée à témoigner. Au début, elle a tout nié. Elle a dit que le père était un jeune de l'extérieur, quelqu'un qu'elle avait rencontré à un bal. Mais la pression augmentait. Les preuves étaient irréfutables. Finalement, dans une petite salle sans caméra, elle a confessé à voix basse que cela avait été son oncle. Que depuis ses 12 ans, elle avait été sa femme, qu'il l'avait soignée, protégée, nourrie. Qu'elle l'avait fait parce qu'elle n'avait personne d'autre. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle a seulement parlé comme quelqu'un qui répète quelque chose d'appris. Gérard Do a été arrêté 2 semaines plus tard, lors d'une opération discrète et sans bruit. Personne ne l'a vu arriver à la prison. Personne ne l'a vu sortir. Ce qui s'est passé après n'était pas clair. Certains disent qu'il a soudoyé le juge. D'autres assurent qu'il a été transféré dans une autre région, où il a continué à opérer sous un autre nom. Yolanda a été placée sous la garde du DIF. Michel a été interné dans un centre de soins spéciaux à Cuyacan. Elle avait à peine 1 an de vie et accumulait déjà plus de diagnostics que de jours heureux. Retard global du développement, épilepsie infantile, déficience intellectuelle sévère, dépendance totale pour l'alimentation, la mobilité et les soins personnels. Avec le temps, Michel a appris à s'asseoir avec de l'aide. Elle bougeait les doigts, faisait des sons gutturaux que seule sa mère semblait comprendre. Son regard était fixe, comme si elle observait quelque chose derrière tout. Elle ne parlait pas. Elle ne marchait pas. À 4 ans, elle ne reconnaissait toujours pas son nom. Elle utilisait des couches, était nourrie par sonde en période de crise et nécessitait des thérapies intensives hémanales pour éviter la détérioration musculaire. Yolanda tenta de la récupérer à plusieurs reprises. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'elle voulait la créer, quelle était sa seule raison de rester en vie. Mais les spécialistes savaient qu'elle ne pouvait pas seule. Elle n'avait ni ressources, ni soutien émotionnel, ni les outils pour affronter ce qu'impliquait cette éducation. La garde ne lui fut pas accordée. Elle commença à la visiter les dimanches. Au début, elle y allait chaque semaine. Ensuite, chaque mois. Après, elle cessa d'y aller. On n'eut plus de nouvelles d'elle. Aujourd'hui, Nayeli vit dans un foyer d'État. Elle a 14 ans. Son corps est fragile, sa peau pâle. Elle n'articule pas de mots. Encète les jours en silence, regardant par la fenêtre, suivant des yeux les ombres qui se meuvent dans la cour.
Les soignantes disent qu'elle sourit quand elle écoute de la musique douce. Et que parfois, la nuit, elle semble endormie les yeux ouverts, comme si elle surveillait quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Le dossier de Nayeli fut clos sans condamnation ferme. Son histoire ne fut pas racontée dans les médias. Il n'y eut pas d'indignation publique, ni de protestation, ni de justice. Il n'y eut pas un silence de Enso, comme ceux qui se cultivent dans les endroits où le pouvoir ordonne de se taire. Mais même dans les histoires les plus sombres, il y a parfois un répit. Toutes les femmes marquées par le inceste ne sont pas nées pour souffrir. Certaines trouvèrent un chemin distinct. Comme Clara Estrella, une femme née dans une communauté ménonite de Chihuahua, dont les traits physiques racontaient une histoire génétique compliquée, mais dont l'esprit défia les pronostics. La prochaine partie connaîtra son histoire. Une histoire de risque, d'héritage silencieux, mais aussi de résistance. Car parfois, même la génétique ne peut dicter le destin complet d'une vie. Clara Estrella naquit en 1975 dans une colonie ménonite située aux abords de Cotemoc, Chihuahua. Son monde, dès le premier jour, fut entouré de règles strictes, de coutumes ancestrales et d'une foi profonde qui modelait chaque aspect de la vie quotidienne. Dans sa communauté, l'endogamia n'était pas vue comme un tabou, mais comme une extension de la tradition. Se marier au sein du groupe, de préférence entre parents éloignés ou même cousins, était une pratique acceptée, encouragée pour préserver l'identité, la langue, la religion et la structure de la communauté. C'est ainsi que ses parents, cousins au deuxième degré, s'unirent en mariage avec la bénédiction des anciens. Dès la naissance, Clara présenta des caractéristiques physiques inhabituelles. Elle avait un menton rétracté, les oreilles de forme asymétrique et le palais fendu. Son visage ne correspondait pas au canon commun, et ses pleurs étaient faibles, interrompus par des épisodes d'apnée. Au début, les membres de la communauté pensèrent qu'il s'agissait d'une épreuve de Dieu. Mais sa mère, une femme forte et silencieuse, sentit que quelque chose n'allait pas bien. À la différence de beaucoup d'autres mères de la colonie, elle insista pour chercher des soins médicaux à l'extérieur. Car ainsi comme, à 8 mois, Clara fut emmenée pour la première fois à un hôpital dans la ville. Là, un pédiatre expérimenté diagnostiqua le cas. Clara souffrait du syndrome de 3HR Collin, une condition génétique qui affecte le développement des os et des tissus faciaux. Bien que la maladie ne soit pas directement liée à la consanguinité, les probabilités de la manifester augmentent dans les populations fermées où les gènes circulent répétitivement. Le diagnostic fut reçu froidement par les leaders de la colonie. Mais la mère de Clara resta ferme. Elle retourna à l'hôpital chaque fois que ce fut nécessaire. Elle accepta les opérations. Elle apprit à prendre soin des blessures. Et surtout, elle décida d'éduquer sa fille hors de la marge. Bien que son audition fût limitée, Clara ne perdit jamais la capacité d'apprendre. Dès petite, elle montra un intérêt inhabituel pour les livres, pour les signes, pour les lettres. Elle apprit à lire avec l'aide d'un maître itinérant qui visitait la colonie une fois par semaine. Plus tard, une religieuse allemande qui travaillait comme bénévole dans la région l'introduisit au langage des signes. À 10 ans, Clara pouvait déjà communiquer avec fluidité par signes, lire des contes pour enfants en espagnol et écrire son nom complet avec une calligraphie ferme. Elle était la seule de sa famille qui savait signer. Malgré ses accomplissements, la vie au sein de la colonie ne fut pas facile. Les uns la regardaient avec estime, d'autres avec méfiance. Son visage différent, sa façon de parler, sa proximité avec des personnes de l'extérieur la faisaient apparaître comme une anomalie. Il y eut ceux qui pensèrent
qu'elle devait partir, que son destin n'était pas là. Mais Clara resta, et peu à peu, elle gagna le respect de tous. Elle commença à s'occuper des plus jeunes enfants pendant les réunions. Elle préparait les matériaux scolaires. Elle traduisit des chansons religieuses en langage des signes. Elle devint une figure présente, silencieuse, constante. À 29 ans, elle se maria avec Johann, un ménonite d'une autre colonie plus ouverte au contact avec l'extérieur. Johann n'était pas apparemment proche. Il avait grandi à Zacatecas, dans une communauté qui acceptait déjà des visites médicales fréquentes et envoyait ses jeunes à la ville pour apprendre des métiers. Leur mariage fut vu d'un bon œil. Ils eurent 2 enfants sains, sans aucune malformation génétique apparente. Clara les éleva avec le même soin avec lequel elle fut élevée. Elle leur enseigna à lire tôt, les emmena se faire vacciner et accepta qu'ils étudient dans une école bilingue. Aujourd'hui, Clara a presque 50 ans. Elle continue de vivre dans la colonie, bien qu'avec un pied dans chaque monde. Sa maison est simple, mais toujours propre, illuminée par des livres, des cahiers, des dessins de ses enfants et des photographies familiales. Elle avait donné des conférences lors de petites réunions médicales sur la manière de prendre soin des enfants atteints de syndromes congénitaux. Parfois, elle voyage en ville pour accompagner d'autres mères ménonites qui sont confrontées à des diagnostics similaires. Elle ne le fait pas comme activiste. Elle le fait comme quelqu'un qui connaît le poids de l'isolement et la force de la persévérance. L'histoire de Clara n'est pas commune dans des contextes marqués par la consanguinité. Il n'y eut ni abandon, ni abus, ni crime. Mais il y eut un risque. Risque biologique, risque social, risque émotionnel. La différence fut dans l'accès, dans la volonté d'une mère qui défia le silence, dans le choix d'une fille qui ne se conforma pas à survivre, mais qui insista à vivre avec sens. Clara n'est pas une victime, et cela, dans ces histoires, est une exception. Tout au long de ces 5 parties, nous avons parcouru des histoires dures, douloureuses, complexes. Celles nées au sein de lignées de sang fermées, maintes fois dans l'impossibilité de choisir, d'échapper, de comprendre. Des femmes qui aimèrent ceux qu'elles ne devaient pas, qui furent élevées dans le silence ou utilisées par ceux qui devaient les protéger. Mais nous avons aussi connu des histoires de tendresse inattendue, de soins authentiques, de résistance malgré tout. L'inceste, dans sa forme la plus crue, n'est pas seulement un sujet moral. C'est un problème social, médical, culturel. C'est un symptôme d'isolement, d'ignorance, de structures qui privilégient par style et l'habitude sur le bien-être. Et ses conséquences se voient dans des corps petits, dans des esprits vulnérables, dans des générations entières qui portent les erreurs de ceux qui sont venus avant. Mais il est aussi vrai que la science, l'éducation et l'amour peuvent changer la trajectoire d'une vie. Que même dans les communautés les plus fermées, il y a de l'espace pour la transformation, pour la compassion, pour le futur. Si cette histoire t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner à la chaîne Mexico Prohibido. Ici, nous continuons à explorer ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Les histoires saines qui font mal, qui dérangent, mais qui révèlent des vérités profondes sur notre pays et sur nous-mêmes. Laisse ton commentaire. Partage cette vidéo si tu crois que d'autres aussi ont besoin d'entendre ce que personne ne raconte. Et accompagne-nous dans les prochains épisodes, où nous continuerons à parcourir les couloirs cachés de l'histoire mexicaine. Y a-t-il des choses qui méritent d'être racontées? Même si cela nous coûte de regarder.